s'est installé, il est avec nous. Et il s'appelle James Dino. Bonsoir James Dino. Bonsoir tout le monde. Ça va bonsoir, bien, bonsoir. bien, oui, bien. Excellemment bien, merci. Ça me fait vraiment plaisir, c'est un honneur et je te remercie énormément d'avoir accepté l'invitation pour venir ici en studio. Ça va, t'es bien installé? On a mis du temps à s'organiser, mais ça l'a fait finalement. Ça l'a fait finalement. Ok, alors James Dino, pour ceux qui ne connaissent pas évidemment, le titre qui a cartonné, c'était Les Blancs ne savent pas danser. Un succès phénoménal. On va essayer de le gérer, de le mettre directement dans le serveur parce qu'on a mis tout ça à l'arrache. Et Le Fils du Commissaire. Alors, le son, tu es un artiste belge et c'est ça qui est étonnant. Le son, il a été diffusé sur Skyrock. Et puis, boum, révélation, ça a explosé partout en France, en Belgique. Et t'as été vraiment l'extraterrestre. Tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé? Bon, ce qui a beaucoup changé, c'était évidemment ma signature en maison de disques. C'est-à-dire que j'ai signé avec un gros label français quelques mois avant la sortie des Blancs ne savent pas danser. Et fatalement, ce sont des gens qui ont des réseaux très larges. Il y a plus de 50 personnes qui travaillent sur les projets qui sont signés là-bas. Donc, ils trouvent de la presse, il y a des attachés de presse qui se chargent de faire des dossiers pour que les morceaux rentrent en radio. Ils connaissent les gros programmateurs radio, ils les voient en direct, donc ils peuvent discuter. Et donc effectivement, Monsieur Laurent Bounot, qui est le directeur des programmations musicales sur Skyrock, qui est quand même la radio nationale en termes de rap, a écouté un peu la maquette de mon album. Et dans cette maquette, il y avait un morceau qui n'était pas du tout fini, sur lequel il y avait qu'un couplet et un refrain, c'était Les Blancs ne savent pas danser. Et il nous a dit, écoute, si celui-là tu me l'amènes demain, je le mets en rotation. Donc je suis rentré en studio le soir même, j'ai complété, j'ai écrit 2 couplets, on a arrangé un peu le morceau et le lendemain on lui a remis, effectivement il a passé et le public a accroché, parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir une rotation, mais après il faut encore que le public suive évidemment. Et donc là, de là tout est parti quoi. Après ils m'ont trouvé d'autres télés, notamment le Grand Journal, Ardisson, Fogiel, toute la compagnie à l'époque. Et donc c'est vrai que... Et tu t'y attendais au fait, parce que le succès est arrivé comme ça, pop champagne quoi. Mais je m'y attendais dans le sens où ça faisait quand même déjà quelques années que j'étais dedans. Je rappais quand même depuis 97, donc j'ai commencé à rapper à 17 ans en 97. Ça n'est que 10 ans plus tard que j'ai signé. Et donc pendant ces 10 ans, effectivement, je sentais qu'il y avait un public de plus en plus large qui me suivait, qu'il y avait des bons échos, que jusqu'en France on commençait à parler de moi. Donc je me doutais qu'à un moment ou à un autre ça allait prendre. Et donc j'avais quand même 10 ans de travail derrière. Non, j'imagine bien. Alors tu as une équipe derrière toi à cette époque. Tu avais une équipe. Je pense qu'il y avait un DJ notamment de la MP Family qui était avec toi, etc. Et donc comment ça a été pour eux? Parce que c'est vrai qu'il fallait gérer le succès à un moment donné. Non, mais bon, ce qui s'est passé, c'est que après ça a été beaucoup de promos en fait. Après ça a été beaucoup d'interviews, et donc voilà. Mais ça a été beaucoup de scènes aussi. Après on a fait énormément de scènes et pas toujours des grosses salles, parce que la France, il y a Paris et puis il y a le reste de la France. C'est un peu le quart monde aussi là-bas parfois. Donc on s'est tapé vraiment des villages, des grosses villes, comme Lyon, Marseille, Paris, mais aussi toutes des petites villes que personne connaît. Donc, on a fait énormément de concerts là-bas à l'époque. Et effectivement, ceux qui étaient avec moi là-dedans, c'était DJ Odyssey et mon backer quoi. On était 3 dans l'aventure, plus mon manager de l'époque quoi. Et ça va, t'as suggéré vraiment le succès grandissant d'un seul coup? Mais genre la problématique, c'est que on a mal géré la suite en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les Blancs ne savent pas danser est rentré, l'idée qu'on a voulu sur les Blancs ne savent pas danser, c'était de faire un morceau un peu plus club. À l'époque, on voulait faire ça, donc on a augmenté le BPM, donc c'est-à-dire on est monté à 115 BPM, donc ça c'est la vitesse du métronome. Et donc on était dans un truc beaucoup plus populaire, beaucoup plus enjoué, beaucoup plus sympathique. Mais le reste de l'album, c'était du rap classique, je vais dire, donc à 90 BPM, donc un truc beaucoup plus lent, beaucoup plus, je vais dire, dans un rythme Dr. Dre, quoi, du rap classique. Et donc là, le peuple m'a suivi. Quand je dis le peuple, c'est vraiment le peuple dans son entièreté. C'est-à-dire qu'il y a des gamins qui adoraient cette chanson, il y a des parents qui adoraient cette chanson. Donc ça a été vraiment très populaire comme titre. Et finalement, dans le reste de mon album, c'était pas ce que... Donc nous, on a vendu ça. Finalement, derrière, c'est pas ce qu'il y avait dans le produit. Donc c'était pour ouvrir la porte finalement du monde commercial, mais du grand public. Le problème, c'est que quand les Blancs ne savent pas danser, nous, on n'avait pas imaginé ça
quand les Blancs ne savent pas danser a pris de manière populaire, on aurait dû rentrer en studio et refaire un album en fait. Ouais. Dans ce goût-là, c'est-à-dire qu'on aurait dû bannir le rap, enfin entre guillemets, c'est-à-dire que parce que là c'est quand même des couplets rap, on aurait dû refaire des morceaux dans ce style-là, dans ce même genre de BPM, dans le même genre d'esprit, et on aurait dû matraquer un titre et puis 3 mois plus tard un deuxième, puis 3 mois plus tard un troisième, mais dans le même goût que ça quoi. Des regrets des regrets non, parce que bon moi déjà je venais de Belgique, donc j'avais déjà appris beaucoup de choses, il y a plein de choses que je savais pas. Moi je veux bien évidemment reconnaître ma responsabilité. Ce qui m'a semblé fou, c'est qu'une maison de disques avec laquelle je travaillais, qui est quand même une grosse maison de disques, ne se soit pas eux à un moment remis en question. Enfin je veux dire, eux c'est des gens qui connaissent le business. C'est vrai qu'aujourd'hui moi après réflexion ça me paraît logique que quand il y a un morceau qui rentre en radio, il faut rempiler 3 fois avec le même genre de morceau, avec les accords à l'envers, un autre thème, mais il faut rester dans l'état d'esprit de ce que je donne souvent l'image, imagine un boulanger qui fait une couque au chocolat d'une telle manière, cette couque au chocolat elle part tous les matins, tout le monde en veut, le lendemain commence pas à mettre plus de froment ou plus de ci, ou commence pas à changer. Oui. Si les gens la prennent comme ça, donne-leur ce qu'ils veulent, quoi. Commence pas à faire autre chose. Et donc effectivement j'ai aucun regret parce que je ne le savais pas et aujourd'hui je le sais, donc ça fait partie de l'expérience, mais c'est vrai que ça a été une erreur qu'on a commise. Et après on est rentré avec le fils du commissaire, dans lequel il n'y a pas de refrain, c'est pas du tout un morceau populaire, c'est un morceau sympathique, mais c'est pas du tout un morceau radio, c'est pas du tout un morceau vert, et donc fatalement on a rechuté, quoi. Et une fois que tu as rechuté, il faut chaque fois lutter pour revenir, quoi. Est-ce que tu as eu un burn-out là-dessus? Non, moi j'ai eu un burn-out, mais qui n'a rien à voir avec ça, qui a à voir avec la destruction, l'autodestruction que je me suis infligée depuis des années, c'est-à-dire notamment le shit. Moi j'ai été un gros fumeur depuis assez jeune. Et j'ai eu, c'est un petit peu loin à expliquer, mais j'avais arrêté en fait tout pendant 2 ans et demi, et puis du jour au lendemain, je me suis dit que j'étais passé un petit peu dans l'autre extrême. Je me suis dit je vais refumer un peu, mais je voulais pas refumer la cigarette, donc j'ai refumé un peu de joint, et le problème c'est que j'ai été directement accro à la nicotine. J'ai recommencé à fumer 20 joints par jour, et en 3 mois j'ai pété un plomb parce que ça faisait 2 mois et demi que je prenais plus rien, puis du jour au lendemain j'ai fumé 20 joints par jour. Ajouter à ça effectivement une certaine pression parce qu'on était en plus dans le taf, c'était avant l'album, donc c'était en préparation de l'album. Donc effectivement il y a eu un petit pétage de plomb. Et ce que je dis souvent c'est que moi je suis croyant, donc je me dis vraiment que le Seigneur m'a sauvé, parce que c'est vrai que j'étais parti très loin, et que aujourd'hui ça fait 3 ans que je suis tout à fait bien, et que j'ai arrêté le shit, j'ai arrêté de boire, et maintenant je suis relax, quoi. Est-ce que c'est pas un petit peu comme ça dans le showbiz où on dit forcément tu dois prendre quelque chose pour être non, parce que premièrement je te dis c'est arrivé avant que je sois où que ce soit dans le showbiz. Deuxièmement, quand j'ai eu accès, on va dire, au showbiz, j'y ai pas été parce que je sortais, j'ai fait 3 semaines d'hosto psychiatrique avant que les Blancs ne savent pas danser sortent. Donc moi, toute ma promo, en plus moi j'ai jamais été cocaïne, j'ai jamais été spécialement alcool non plus. Donc finalement c'est cette chose-là je n'ai pas côtoyé le show business. Parce que moi j'ai été cachetonné toute ma promo, c'est ce qui a fait que j'ai été assez faiblard aussi dans ma promo. Donc moi j'allais faire mon concert, j'allais à l'hôtel, je dormais, j'allais faire mon concert, je dormais, je n'ai fait que ça. J'ai pas côtoyé une soirée, j'ai rien fait. Et... Mais ça a continué finalement. Donc je n'ai pas connu le show business, quoi. Ah ouais, ok. Enfin le monde du show business, comme on peut. T'as gagné des sous dans la poche quand même un peu. J'ai gagné un peu d'argent quand même. Moi. T'as acheté quoi, première folie? Mais non, mais bon, j'ai pas fait de folie. Déjà, j'ai pas gagné assez d'argent que pour faire des folies, c'est-à-dire pour acheter un appartement, pour acheter des gros trucs. Mais j'ai vécu comme un roi pendant des années, et puis j'en vis encore maintenant aussi. Donc c'est-à-dire que voilà, je vis pas de manière folle, mais je vis comme quelqu'un qui travaille sans forcément travailler. Donc vous avez compris le fisc, hein. Faut pas embêter Monsieur James Dino. Donc voilà. Okay. Mais enfin bon, mais c'est vrai que j'ai pas gagné honnêtement des milliers et des cents. Les gens sont souvent à côté de la plaque, ils pensent que je me suis fait des millions, ce qui est pas du tout le cas, mais j'ai gagné de l'argent, de quoi vivre, quoi. Ce qui est souvent le cas évidemment quand on est dans ce monde un petit peu, on pense vraiment que. Il y en a. C'est vrai que notre ami Stromae, lui, mais bon, lui c'est un hit mondial qu'il a lancé. Donc là, effectivement, à partir de ce moment-là, t'es auteur, compositeur, producteur d'un titre qui cartonne mondialement. Là, effectivement, je pense que tu te mets bien à vie, je pense. Mais c'était pas mon cas, donc. Non, mais quand même, puisque ça a continué après Les Blancs ne savent pas danser, il y avait Le Fils du commissaire. Ouais, mais qui n'a pas été un succès. Pourtant, ça a été bien diffusé. Non, les gens l'ont vu, les gens l'ont entendu, mais c'est pas ce qu'on appelle un succès populaire, quoi. C'est pas. C'est un morceau qui a été clippé, qui a été diffusé. C'est un morceau qui
qui a été écouté, mais c'est pas un carton monumental. C'est pas un hit, quoi. C'est pas un hit. Ok, James Dino, tu ne bouges pas. On va écouter justement dans un instant le titre Les Blancs ne savent pas danser. Juste le temps pour nous de faire une petite pause. Ça fait plaisir d'être là. Et on va parler un petit peu de ta carrière actuelle. Et je peux dire vraiment qu'il y a des choses vraiment exceptionnelles, tout aussi merveilleuses que ce qui se passait à l'époque. Ne bougez pas, les amis, vous écoutez Radio Almanar. On revient juste après ceci. Depuis que j'ai 13 piges, mon nom a pris du prestige. J'ai pris de l'assurance, je me suis trouvé un vrai style. Moi je peux rap pour me détendre, le rap c'est comme du stretching. J'ai gagné beaucoup de billets de sang, de quoi m'acheter des Breitling. On va parler un petit peu de ta carrière en ce moment d'humoriste. Ouais. Tu fais vraiment pas mal de choses. Tu te produis au fait à Kings of Comedy, c'est ça? Non, je ne me produis. Enfin, bon, c'est compliqué parce que Kings of Comedy, c'est une boîte de production. Oui. C'est une boîte de production qui font des shows qui s'appellent les Kings of Comedy Show, un petit peu dans le mode Jamel Comedy Club, c'est-à-dire des artistes qui s'enchaînent. Et donc, dans ces shows-là, j'y suis. On a une émission radio sur une radio concurrente qu'on ne citera pas, sur laquelle on est à 4 humoristes, donc tous les dimanches matins, donc sur Vivacité. Et donc avec 3 autres artistes du Kings of Comedy, mais je ne suis pas signé en tant que James Dino sur Kings of Comedy pour mon spectacle. Je ne suis pas produit par eux sur mon spectacle. Hein, tu as gardé de toute façon le même blaze. Là aussi, tu vois, la question s'est posée parce que, je veux dire, étant donné que c'est un autre art, il y a quand même une formation qui doit se faire sur le terrain. Je veux dire, c'est pas comme ça du jour au lendemain que tu vas comprendre la technique de comment faire marrer les gens pendant 1 heure toutes les 20 secondes. Tu vas lâcher une fin, tu vois, c'est un truc qui comment les gens réagissent. Il y a tout un tas de choses à apprendre. Comme dirait Bigard, tu ne sais progresser qu'en jouant. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu es obligé de passer par des vents, t'es obligé de tester des choses pour comprendre. Voilà, par exemple, Bigard, lui, il a 20 ans de métier, il ne fait jamais une captation DVD avant d'avoir joué son spectacle 300 fois. Donc, c'est-à-dire qu'il estime il doit jouer son spectacle 300 fois, je sais pas si tu te rends compte de ce que c'est pour que son spectacle soit abouti, qu'il puisse le fixer sur un DVD. Donc, la question s'est posée de changer de nom et de récupérer mon nom, mon vrai nom, pour le One Man Show, qui est Olivier Nardin, mon vrai nom de personnage civil, pour comment dirais-je, être en accord avec le niveau dans lequel je suis, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que James Dino, il y a une formation derrière, donc il y a quand même, je veux dire, c'est quand même un artiste qui, on va dire, techniquement est abouti, et donc j'ai eu peur de le mettre au même niveau que le One Man Show, parce qu'il y a encore des choses évidemment à travailler, et puis en plus les gens n'aiment pas trop quand tu changes de case, donc je pense que c'est encore plus difficile pour un rappeur qui va passer dans un autre domaine comme l'humour, ou comme Elie Semoun a fait l'erreur d'être un humoriste et puis à un moment de te sortir un album Bossa Nova où il va te chanter sa dépression, que personne n'en a rien à foutre qu'il soit dépressif. C'est triste à dire, tu vois. Je comprends qu'il ait eu envie à un moment d'exprimer son malaise, mais les gens le connaissent en tant qu'humoriste. Personne ne veut de lui sa chanson Bossa Nova sur sa dépression. Et donc je pense que ça lui a fait mal, et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Les gens n'aiment pas trop ceux qui changent de case. Donc c'est pour ça que l'idée, la question s'est posée de changer de nom. Et pour l'instant, j'ai pas changé de nom. Je garde celui-là, c'est bien. Que dit le public, justement? Le public est bon. Les petits publics que je fréquente maintenant, ils sont. Je pense que voilà, je suis. C'est multiculturel, c'est prout machin. Non, c'est totalement multi. Écoute, comme moi, je viens du rap, c'est évidemment totalement multiculturel. Est-ce qu'on te suit justement parce que tu es du rap, ou je pense que si on met mon nom sur une affiche, je pense qu'il y a des gens qui viennent aussi par curiosité. Je pense que mes fans viennent aussi pour voir, évidemment. Mais je fréquente tout public parce que le Kings of Comedy, c'est vrai que c'est un public un peu plus, je vais pas dire bobo parce que c'est pas vraiment le bon terme, mais c'est vrai que c'est un public un peu plus adulte, un peu plus trentenaire, quarantenaire, cinquantenaire. Et c'est vrai que sur le côté, je fais d'autres projets beaucoup plus axés sur mon milieu, c'est-à-dire le milieu du rap, quoi. Mais non, ça marche bien. Voilà, je sens que c'est un petit peu comme dans le rap. Je sens que j'ai une capacité à le faire sans aucun problème. Mais par contre, il y a énormément de boulot, et je crois que c'est là où je dois progresser, parce que j'ai jamais été un grand travailleur. Et ça, c'est une erreur quelque part. Le meilleur du son hip-hop dans tes oreilles, c'est la Zone Libre sur Radio Almanar.